Vous avez 2 choses à savoir sur moi avant de commencer. Un, je suis développeur Rails à la base, donc j'ai fait très peu de JS dans ma vie. Et 2, je suis un des fondateurs, l'autre fondateur est juste là, de Human Coders. Et donc on fait des formations pour développeurs. Donc on a plein de formations, de quelques jours pour se former à plein de technos, notamment à, Next.js et Astro avec Eric, juste là. On a un peu pas loin de 200 formations au catalogue. Et donc, cette formation, cette présentation, je l'ai donnée à MixIT la semaine dernière, il y a quelques mois, et l'année dernière à DevFest Toulouse, j'ai fait la clôture du DevFest Toulouse avec ça. Et plusieurs personnes ont pensé que je what? Parce que j'avais fait, tellement de trucs, vous allez voir après, que j'avais arrêté. En fait, depuis le début, on a fait en sorte de se laisser du temps pour faire des side projects. Et donc, voilà, la boîte est bien vivante et c'est mon métier principal. Donc là, vous savez tout ce que vous avez besoin de savoir. Donc l'histoire que je vais raconter, on commence en 2021. Hem, je faisais la musique à ce moment-là et donc vous avez compris, la musique et mes oreilles, c'est pas une bonne idée. J'ai eu un accident il y a quelques années, il y a eu un gros larcen et du coup, j'ai des paracousies et des acouphènes et donc j'avais essayé de, un peu pour me battre contre ça, de faire la musique, mais c'était compliqué. Donc je cherchais une nouvelle passion. Je suis quelqu'un qui adore se plonger dans une passion et y aller à fond et donc je cherche ma nouvelle passion durant l'été et du coup, je pense que je vois quelqu'un dessiner à un café et je dis: «Ah, j'aimerais trop pouvoir me poser avec un cahier, un stylo et dessiner quelque chose» et je sais pas, cette personne-là que j'imaginais, elle avait l'air trop cool et du coup, je me suis dit: «OK, je vais apprendre à dessiner». Donc je vais voir une pote qui est illustratrice, elle me commence à me donner les cours et je vois immédiatement que j'ai absolument aucun talent, j'ai jamais dessiné de ma vie et je sens que ça va être un très, très long chemin et bon, pourquoi pas se mettre en fond dans un truc, mais je vois que ça va être très long. Et donc rapidement, je me dis: «OK, ça serait bien que je mixe, le dessin avec quelque chose que je sais déjà faire pour gagner un peu de temps» et je sais pas, par exemple des maths ou, faire des trucs à la perspective, je sais déjà faire ça et ça sera un peu plus simple. Donc, je commence à glisser vers ça, à faire, utiliser Procreate, c'est pas ouf, à faire du vectoriel et je me dis: «Bon allez, quitte à faire du vectoriel, autant faire du code». Je suis développeur, ça sera plus simple et comme ça, si j'ai envie de faire 1000 cercles qui sont comme ça, beh, je le fais et c'est simple. Et c'est comme ça que je tombe à faire du P5. Donc, ce sera peut-être je crois que c'est les dernières lignes de code JS que vous verrez ce soir, mais tout le reste est fait quand même à base de JS, mais il y aura très peu de JS à la presse. Et donc, le P5 JS, ça ressemble à ça. Si vous connaissez pas, il faut imaginer Paint avec du JavaScript, en gros. On peut dessiner un cercle, les dégradés, c'est déjà compliqué et donc si vous voulez faire un cercle, vous dites où il est, sa taille et ça le dessine, quoi. Donc je commence à jouer avec ça. Je commence à faire des trucs un peu comme ça, hein. Je récupère une palette, je m'amuse à dessiner des trucs avec P5, je trouve un petit framework, qui permet de faire des animations et je m'amuse à jouer. En parallèle, je regarde ce qui est fait, je scrute Instagram et je découvre tout un pan qui s'appelle l'art, algorithmique et je trouve plein de gens qui font ça et je connaissais pas. Moi, je suis quelqu'un qui aime pas trop les musées. Je m'ennuie terriblement au musée. Et là, je sais pas pourquoi, pour une des premières fois de ma vie, je vois des trucs qui m'intéressent parce que ça m'interpelle. Je me dis: «Mais comment il a fait ça? Mais je suis sûr que je peux arriver à le refaire ou est-ce que je pourrais pas faire mieux?» Ça me plaît bien et donc je creuse. Et en regardant Instagram, je vois régulièrement que les gens mentionnent des sites dont j'ai jamais entendu parler. Ça parle de Hikeknook, ça parle de Foundation, ça parle de SuperArt et je sais pas ce que c'est. Je vais découvrir qu'en fait, c'est les marketplaces pardon, pour vendre, ses œuvres d'art, mais je ne sais pas encore et c'est sous forme de NFT et je découvre ce milieu-là. Je découvre une première donc qui s'appelle Ikekno, qui s'appelle aujourd'hui Theia. Dans toute la presse, il y aura des mots-clés ici qui vous permettront de, scruter, enfin de rechercher ce soir ou plus tard, s'il y a des trucs qui vous intéressent donc ma presse est dispo en ligne sur mon blog, vous pouvez prendre des photos pour, creuser s'il y a des trucs qui vous intéressent. Donc je vais sur, Theia qui s'appelait avant Ikeknook, je regarde, je comprends rien parce que ça parle de swap, de mint, de wallet, je sais pas ce que c'est, mais je vois que les gens il y a une activité certaine et les gens publient des trucs dessus. Donc je prends cette pièce et je finis par comprendre comment la minter, parce qu'on dit comme ça, sur ce site pour la mettre en vente et donc il y aura, je crois 10 pièces à 1 dollar et à ma grande surprise, les gens achètent. C'était pas du tout prévu. Je voulais juste essayer et les gens achètent. Donc je suis curieux, je continue à tester. Je me dis: «Mais c'est des bots, c'est des gens qui essayent d'investir, mais c'est débile, les gens ils me connaissent pas, pourquoi ils investissent sur quelqu'un d'inconnu?» OK, bon, je continue, je teste et j'en publie d'autres. Petit à petit, je vais voir qu'en fait, je tombe sur des vrais gens
qui s'ennuisent pendant le Covid ou en post-Covid. Et qu'en fait, c'est des gens qui, bah, au lieu d'aller faire de la brocante, en fait, ils scrutent ces sites-là, ils trouvent des artistes qui font des trucs qui leur plaisent bien, ça coûte pas très cher, et du coup, ça les divertit, ils aiment bien faire ça, en fait. C'est vraiment des passionnés d'art numérique. Ces mêmes collectionneurs, un peu plus tard, ils me disent: «Camille, tu devrais trop essayer FXH». Donc FXH, ça ressemble à ça, et c'est une plateforme où n'importe qui peut venir poster des projets, mais c'est des projets un peu particuliers. Donc ça, c'est une sous-catégorie, ça s'appelle les long form. Et donc le but du jeu, c'est que on va faire des projets en JS qui vont générer plein d'éditions différentes. Donc à chaque fois, ils prennent un nombre aléatoire qui est donné par la plateforme, donc ça génère une pièce. Donc un exemple, ça c'est un projet qui est en vente en ce moment sur FXH. Il y a 250 éditions qui sont dispo, il coûte 0,5 Tezos, c'est la monnaie. Il y en a 5, c'est vendu, et si je clique ici, ça va me générer une nouvelle édition. C'est pas celle que je vais acheter, je peux juste tester l'algo pour voir ce qu'il peut faire. Donc moi, en tant qu'acheteur, je peux en voir plein, je peux tester pour un peu ce qu'ils peuvent faire, et si je clique ici, que je paye, ça va m'en générer une nouvelle, mais c'est pas celle que je vois là, une nouvelle à nouveau. C'est au moment de l'achat que c'est généré, et donc je vais avoir une totale surprise. Et ça, c'est très rigolo parce que du coup, en tant qu'artiste, on génère une œuvre qui va générer des œuvres. Il y a un petit truc surprise pour les acheteurs, et je m'amuse à faire ça. Donc là aussi, vous avez quelques mots-clés. Donc FXH, c'est une plateforme ouverte, c'est très cool pour commencer, c'est encore actif aujourd'hui, donc vous pouvez jouer avec ça. C'est une discipline qui s'appelle le long form, et ça, c'est une des plateformes qui est un peu plus créative, donc qui sélectionne les artistes, mais sur lesquels on peut poster aussi des œuvres. Et donc je m'amuse à faire des projets comme ça. Donc ça, c'est une des premières, ça m'a pris quelques heures ou quelques jours en P5 pour faire ça, c'est animé, je m'amuse. Et donc comme c'est un long form, vous verrez qu'il y a un nombre d'éditions. Parce que, bah, en fait, il y en a plein des éditions comme ça. Et donc j'en mets, je sais plus, je crois 200 en vente. Et donc elles sont toutes différentes, je m'amuse à mettre des propriétés différentes. Donc c'est un projet très simple, mais c'est pour vous montrer. Du coup, bah, celle-là a des bordures avec un cercle, celle-là est carrée, celle-là, il y a un fond blanc, heu, le soleil il est rouge, et cetera, et toutes ces propriétés sont générées avec de l'aléatoire et sont indépendantes. Alors vous pouvez dire: «Bon OK, Camille, c'est cool, mais c'est quand même un peu basique». C'est ce que je me dis aussi, bah, rassurez-vous. Et donc je me dis: «Allez, je vais essayer de faire des trucs un peu plus sympas, où je vais essayer de passer plus de temps». Donc ça, c'est un autre projet que j'ai fait, qui s'appelle Arteria. Donc c'est toujours en Full.js avec P5, et donc c'est fait avec des agents autonomes cette fois-ci. Donc c'est des points qui vont se balader sur la page, et de temps en temps, ils ont des enfants. Le but du jeu, c'est que je voulais tester le concept d'émergence. L'émergence, c'est on a des règles simples qui génèrent quelque chose de compliqué et très varié à la fin. Et donc je voulais jouer un peu comme ça, que moi-même j'ai vraiment la surprise, quitte à faire du long form, autant que je sois vraiment surpris des résultats. Et donc voilà, donc les agents ont de temps en temps des enfants, qui eux-mêmes ont des enfants. Quand ils rencontrent le pass de quelqu'un d'autre, ben ça s'arrête, et ça fait des œuvres comme ça. Et des comme ça, beh, il y en aura 333, et voilà une bonne partie des Arteria qui sont sortis, sur le site. Et donc je trouvais ça très rigolo d'avoir autant de variétés, donc que les collectionneurs aient de la surprise, mais moi aussi j'en ai. Je vous demande pas du tout d'aimer ce que je fais, c'est pas le but du tout de la conférence, donc vous avez totalement le droit de pas aimer, et c'est très probable parce que vous avez peut-être jamais vu cette image-là. Je peux vous montrer d'autres artistes que moi j'aime bien. Donc là, c'est vraiment des pièces qui sont assez marquantes du mouvement et qui ont vraiment marqué ces dernières années. Anticyclone de William Upham, qui est un Français d'ailleurs, Garden de Zancan, qui est aussi un Français, et enfin September de Tyler Boswell. Alors là, je vous montre quelques images, mais la seule contrainte qu'on a, c'est que ça tourne dans un navigateur. Donc vous pouvez faire tout ce qui tourne dans un navigateur. Par exemple, j'ai pu voir des projets où c'était un jeu vidéo. Donc en fait, quand vous mintez votre pièce, ça génère un jeu vidéo qui est à vous, avec des règles spécifiques, un décor spécifique, un nom spécifique, voilà. C'est aléatoire, mais c'est un jeu unique, et il y aura plusieurs jeux uniques générés par ce projet. Un autre exemple, une pièce assez marquante, ici, c'est quelque chose d'animé, mais qui est une animation perpétuelle. C'est que ça tourne pas en boucle, c'est que c'est infini. Et voilà, si vous regardez indéfiniment, ce sera jamais pareil. Et c'est Cargo de Kim Azonoff. Donc à ce moment-là, je commence à faire quelques petites ventes sur FXH, je suis invité dans des petits podcasts, et on parle de moi comme étant un artiste. Mais moi, un artiste, c'est pas du tout ce que je suis à ce moment-là.
Pour moi, un artiste, j'ai le cliché de, bah, c'est quelqu'un qui sait bien dessiner, qui a fait, qui s'y connaît vachement en art, quoi, qui adore aller dans les musées, qui a fait probablement une école d'art. Je coche aucune des cases de ce cliché que j'ai de l'artiste. Je discute avec, la fondatrice d'une, maison d'enchères à Paris, Lucie Eleanor, et elle me dit: «Écoute, ça va être très simple la question, c'est que toi, ton ambition, c'est de faire quelque chose qui est esthétique, artistique. Ouais, bon, mais tu es un artiste, tu as d'autres questions?» Et ça m'a se terminé comme ça. Donc bah, voilà, je suis l'artiste, quoi. Donc je continue à dire: «OK, je vais essayer de passer encore plus de temps sur les projets, faire encore un truc un peu plus solide et utiliser des plateformes, qui sont du coup, qui seront plus ouvertes comme FXH, mais des plateformes qui choisissent elles-mêmes les artistes». Je me lance ce défi. Donc j'ai travaillé sur un autre projet qui s'appelle Foie Radura. Donc là, c'est toujours, full P5, donc c'est que du JavaScript. C'est parce que c'est le thème de ce soir et donc ça va être plein de segments que je vais dessiner avec des règles différentes et des folies Radura, beh, il y en aura 500 et je vais vous en montrer, quelques autres pour voir la diversité. Donc à chaque fois, il y a un phénomène physique qui va, des phénomènes de répulsion et d'attraction qui vont diriger les, différents segments qui sont dedans, des règles qui vont définir les couleurs, voilà et la taille, plein de choses. Encore une variation par exemple. Heu, donc ça c'est trop cool, le projet se passe bien, les gens sont contents et j'ai eu l'opportunité de travailler avec une galerie qui s'appelle le Bright Moment et ils me disent: «Ah on aimerait trop que tu sois, l'artiste du mois en mars 2023». Et j'ai un projet à leur proposer, je leur dis: «OK» et leur particularité, c'est qu'ils font des événements physiques et donc parce que là, jusqu'à maintenant, toutes ces ventes, elles se faisaient uniquement sur internet donc c'était, bah, typiquement pour le communiquer à mes proches, c'était pas évident parce que, bah, moi, j'étais tout content mais j'avais des numéros qui achetaient mes œuvres, souvent je savais pas qui c'était et bah, j'avais jamais personne en face, je restais chez moi et bah, là, je me retrouve avec mon projet qui exposait à New York. Et donc là, c'est au Lume Studio de New York. C'est un studio qui est utilisé pour tourner des clips notamment et bah, là, c'est fou donc c'est, quelqu'un qui regarde, ma pièce qui est exposée là et vous avez remarqué peut-être que en fait, ma pièce qui est exposée là, elle est aussi sur les murs et en fait, beh, je sais pas mais en fait, beh, ma pièce sera exposée dans un lieu où, elle sera sur tous les murs et le sol et bah, voilà, c'est juste fou. Moi, à la base, je voulais juste expérimenter le truc, j'ai eu cette opportunité et je me retrouve là-dedans et c'était juste incroyable. Oui, alors l'avantage du LSF, c'est que vous pouvez appeler à n'importe quel moment, ça me coupe pas, donc trop bien. Et donc je serai, notamment exposé à New York pendant un mois, mais aussi à Londres, à Mexico, à Tokyo, à Berlin et à Los Angeles, grâce à cette galerie, avec qui je vais rebosser, vous allez voir un peu plus tard. Heu, un petit point technique parce que bon, on est quand même dev et le but du jeu, c'est parler technique. C'est que jusqu'à maintenant, je faisais full JS avec P5. Ça a plein de problèmes, notamment quand on fait des trucs animés, c'est que c'est très lent. Animer, 1000 formes simples, c'est un peu le max que vous pouvez avoir sur une machine moyenne, quoi. Après, ça commence à ramer, ou il faut trouver des petits hacks, mais c'est vite un peu compliqué. Et puis la seule façon de faire des choses très détaillées, c'est de dessiner plein de choses petites, parce que vous avez que des formes élémentaires, des rectangles, des cercles, des carrés, mais vous pouvez même pas les faire dégrader, je crois, par défaut, donc voilà, juste l'astuce, c'est de dessiner plein de trucs, mais bon, ça revient rapidement à dessiner des pixels, donc autant faire différent. Et donc un autre point que j'ai trouvé passionnant, c'est de me plonger sur les fragments shader. Alors c'est une partie des shaders, si vous connaissez pas grave, je vais vous expliquer, c'est que quand on fait un shader, il y a 2 grosses parties, les vertex, les fragments. Le vertex fait de la 3D, le fragment c'est lui qui s'occupe de dessiner la partie 2D sur une surface. Le concept de faire des fragments shader, c'est qu'on dessine 3D juste un rectangle qui fait l'intégralité de la page et on dessine dedans. Donc le premier truc on s'en fout et on fait que des GSL sur le reste. Là, il y a des ressources très cool. Book of Shaders, c'est un super bouquin pour démarrer avec ça. Vous avez aussi une vidéo, de Keshi Misu qui est trop bien. Ça, c'est plus technique, mais c'est très sympa et ça, c'est un site où il y a énormément de projets faits en GLSL et c'est juste incroyable de voir ce que les gens font, voilà, donc c'est trop cool et ça ressemble à ça, donc le GLSL, si vous avez jamais vu, c'est un genre de C. Moi, je vous rappelle, je viens du Ruby, ça fait un peu bizarre. Mais en fait, il y a assez peu de méthodes et j'y prends vite, goût et c'est super agréable d'avoir enfin la possibilité de faire des trucs fins. C'est que faire une texture en P5, c'est un enfer parce que, beh, il faut que je fasse plein de petits cercles un peu différents. Bah, là, je peux très facilement faire, bah, un pixel sur 2, il se passe un truc ou mettre un petit truc aléatoire sur chaque pixel pour faire du grain et je peux jouer sur tous ces trucs-là.
Illustration, 1er projet avec lequel je bosse, c'est, The Source, que j'ai fait en collaboration avec Mathieu Segré qui est ici présent. Et donc on va travailler sur à peu près 1 an sur, ce projet que vous voyez à côté. Et comme on s'ennuyait un petit peu, c'est faux, on l'a fait animer, donc on peut voir aussi la construction. C'est une astuce qui est vachement utilisée quand on fait du JavaScript, c'est que comme c'est long, vous avez pu le voir sur Arteria, dessiner plein de petits éléments, c'est long et donc on fait souvent un dessin qui est animé, donc l'animation fait partie de la construction de l'image, mais la vraie image qu'on veut, c'est celle qui est à la fin. Et bah, là, on n'en a pas besoin parce que ça va super vite, donc en fait, on a une animation, mais on régénère l'intégralité à chaque fois et on s'en la pète un petit peu avec le GSL, mais c'était très, très rapide, quoi. Donc ça ressemble à ça. On s'était mis une autre contrainte parce que c'était trop facile, c'est qu'on voulait que, ça puisse être imprimé et donc on a fait en sorte que si on enl donc sur l'œuvre digitale, il y a un papier qui est simulé, mais qui est généré, alors dans le long form, c'est pas bien vu de mettre des images, donc c'est vraiment full code. Donc on a généré une texture de papier et donc on a fait en sorte que quand on l'enlève et qu'on imprime cette pièce sur du papier avec du grain, c'est à peu près le même rendu et que ça a toujours un aspect réaliste. Donc là, c'est du GLSL qui a été primé sur une feuille de papier. On voit pas très bien à l'écran, mais normalement ça fait son effet, ça ressemble vachement à de l'aquarelle. Un peu plus tard, Breakpoint me rappelle et nous invite à retravailler avec eux, donc cette fois-ci avec Mathieu et on fait la suite de The Source. Et donc ça va être la première fois qu'on va avoir un événement physique, parce que le précédent, j'avais pas pu y aller et donc là, c'est la première fois où on va avoir, la possibilité de rencontrer des artistes qu'on connaît et j'étais trop content, parce que ça faisait, 2 ans qu'on avait passé, à discuter avec des artistes en contact, mais je les voyais jamais. À rencontrer des collectionneurs et puis ouais, de voir cet univers et tout, ça me prenait une dimension physique et on a été super contents de faire ça. Donc c'était assez incroyable. Quelques mois plus tard, il me rappelle, il dit: «On a un dernier projet parce qu'après on arrête». Heu, il me propose d'exposer un projet à la Biennale de Venise. Donc moi mon projet 2 ans avant, c'est de faire du code en P5 et de tester des trucs algorithmiques et du coup, je me retrouve là-dedans, donc avec un décor en plus sublime et voilà, donc c'est un projet un peu spécial où on était 100 artistes et donc là, il était particulier parce que quand on montait une pièce de ce projet, on savait pas de quel artiste on allait avoir une œuvre. C'est que les 100 étaient mélangés, donc c'était un immense projet. Mais voilà, il y avait 100 projets en un. En fait, un gros projet que j'ai publié, c'est Résilience. Donc ce sera mon 1er projet sur Bitcoin. Les précédents étaient sur Ethereum et les tout premiers fixages sur Tezos. Celui-là est un peu particulier parce que j'ai voulu lui mettre un message. Vous avez compris, j'ai des problèmes avec l'hyperacousie et le but du jeu, c'était que toute cette collection illustre ce passage compliqué que j'ai vécu et où ça va mieux. Et donc, j'avais en tête d'illustrer une tranche de vie où en fait, ça va bien, il y a un événement perturbateur et c'est le bordel, et après vous allez et le but du jeu, c'est que je voulais que les gens se retrouvent là-dedans et puissent trouver une pièce qui leur ressemble. On a tous traversé des difficultés, on en traversera peut-être et voilà, je voulais montrer ça et donc des pièces comme ça, il y en aura 150, en voici 3. C'est, fait principalement à base de fragments shader cette fois-ci et donc vous voyez toute la diversité encore une fois où, bon et chaque artiste est libre de faire évidemment la diversité qu'il veut, hein. C'est qu'il y a des gens où ils vont faire des collections où les pièces se ressemblent plutôt, d'autres il y a vraiment une diversité incroyable et tout en entre-deux, on fait varier ce qu'on veut, les palettes, les marges, tout ce qu'on veut, quoi. Dernier point technique, il y aura pas des lignes de code, mais ça va parler de JS, c'est que, j'ai creusé, Three.js. Ça, c'était la dernière technique que j'ai creusée. Parce que je voulais m'amuser à faire des particules. Donc, vous avez vu, Artaria où, voilà, c'était en P5 tout à l'heure et donc c'était les agents autonomes, mais vous avez compris, dessiner 1000 formes par frame, c'était déjà lourd et donc on peut faire des trucs incroyables. Et dans Three.js, il y a une classe qui n'est pas documentée, mais qui est documentée dans le tuto de Bruno Simon qui est incroyable, qui s'appelle Three.js Journée. Je vous invite si vous avez, 120 heures de temps devant vous, le tuto est très bien. Vous n'êtes pas obligé de tout faire, je vous rassure. Il est vraiment incroyable. En plus, il parle anglais avec un accent très Frenchy et du coup, c'est très agréable si vous n'êtes pas très à l'aise avec l'anglais. Donc le GPGPU, ça permet de faire des gros systèmes de particules et donc cette fois-ci, j'ai 3 shaders au lieu d'1, en plus du vertex mais j'oublie le vertex. Donc il y en a un qui va dessiner chaque particule, il y en a un qui va décider de la position de chaque particule et un de la vitesse de chaque particule.
et parce qu'en 3D normal, j'aurais pu animer de nombreuses particules, mais il aurait fallu qu'elles fassent une forme que je change pas. Et là, je peux vraiment changer la position et la vitesse de chacune et appliquer des forces, et donc c'est un champ de force, différents champs de force combinés qui vont, créer cette pièce. Et donc ce projet sortira normalement cet été dans une galerie à Londres, qui s'appelle le Disruptive Gallery. Et donc ouais, ça c'est très cool parce qu'on peut faire des choses très complexes, donc je sais plus, il y a quelques centaines de particules qui sont animées et ça marche très, très bien sur une machine sans Optime, c'est vraiment la techno GP-GPU qui fait ça parce que, du coup c'est full shader, ça reste sur la carte graphique et ça va très vite. Donc l'aventure continue, donc il y aura un drop cet été. J'ai mon, dossier, téléchargement qui, borde de pièces que je sais pas quoi faire, en voilà quelques-unes. Le marché est plus calme, mais il y a encore plein de moyens de tester, donc ça reste très rigolo de tester les différentes technos si ça vous plaît. Il y a FXH qui est une très bonne porte d'entrée, il y a encore une communauté qui est présente et qui achète des pièces et tout, donc vous pouvez même vous lancer le défi d'aller: «OK, je bosse sur un projet, je publie là-bas» et vous verrez bien ce qui se passe. Et voilà, merci pour votre écoute, et vous avez, tous les liens ici, si ça vous intéresse. Merci beaucoup. Je sais pas si on a un peu de temps pour les questions, mais avec plaisir pour y répondre. Au pire, ça sera, autour du buffet. On va faire une partie là et une partie autour du buffet si vous voulez. Oh là là, plein de temps. Trop cool. On va voir s'il y a plein de questions pour plein de temps. Je commence, shotgun. Vas-y. Hem, tu fait beaucoup de ventes du coup? En cumulé total, pas forcément le montant, on s'en fout, mais juste le nombre de ventes quoi, tout court? Je crois que j'ai vendu entre 5 et 6 000 pièces. En fait, sur FXH, je crois qu'il y a 15 projets. Après, j'ai sorti sur Ethereum des projets où il y avait genre 500 éditions, faut leur durer c'est 500. Et c'est souvent, ouais, quelques centaines. Donc je crois qu'il y a 5 ou 6 000 pièces à moi, qui ont été vendues, ouais. Toutes uniques, du coup. C'est Sur une période j'ai commencé en fin 2021. Ouais, est-ce que, avec ces œuvres, tu peux être dans un usage, illustratif ou on est dans quelque chose d'artistique? Enfin, je pose un peu cette question aussi à l'ère de la génération d'images où, on génère des trucs, bah, pas du tout artistiques, qui se ressemblent tous, qui sont tous pareils, pas très intéressants. Est-ce que c'est quelque chose qui peut contrebalancer ça sur les mêmes canaux, quoi? C'est-à-dire l'illustration de sites, d'articles, de choses comme ça? Est-ce que ça on est quand même plus dans une démarche quand même artistique, galerie, et cetera. Qu'est-ce que tu en penses au niveau de la Ouais, je communauté? pense que l'ambiance était très artistique. Mmh. Donc c'est vraiment l'idée de faire de l'art, sans que c'était pas des commandes, c'était vraiment des artistes qui font des pièces et qui les proposent à des galeries ou qui les mettent sur des galeries ouvertes. Donc ouais, c'était vraiment 100, enfin, en tout cas, cette partie-là est 100 artistique. Ça n'empêche pas que plein d'artistes, que j'ai pu rencontrer sont, des fois des data viz, des fois des gens qui sont des développeurs front. C'était la plupart du temps ces développeurs avec quelques extraterrestres qui étaient, illustrateurs ou autres qui ont appris à coder pour rejoindre le mouvement, mais la plupart sont déjà développeurs depuis longtemps, hein. Est-ce qu'il existe des œuvres qui tournent, en synchro sur plusieurs machines? Alors, est-ce qu'il y a des œuvres qui tournent en synchro sur plusieurs machines? Je pense pas parce qu'on a une contrainte, c'est qu'il faut pas qu'il y ait d'appel API. Ce qui est un but de préservation des œuvres et donc on profite de la blockchain et donc le code est, généralement en intégralité sur la blockchain, donc interdit d'appeler les libres externes, sauf s'il y a un son sur la blockchain. Ce qui limite par exemple le nombre de librairies utilisables selon les blockchains, parce que ça peut coûter très cher de mettre un code en ligne. J'ai pas trop de souvenirs, mais par exemple, Foldradura, ça avait dû coûter genre, 300 € de le mettre sur la blockchain pour la vente. Ça doit être moins cher maintenant parce que le marché est plus calme et ça dépend des blockchains. Sur Tezos, ça coûte rien, donc c'est pour ça que c'est une très bonne, plateforme pour démarrer. Mais donc pas d'appel API, oui. Donc ça limite ça et les librairies, généralement, il faut qu'un soit sur la blockchain ou bien on est sur les blockchains comme Tezos, ça coûte pas très cher et on peut l'inclure dans son projet, ça va. Merci. Comment est-ce qu'on peut faire pour protéger ses œuvres? Et est-ce que c'est déjà arrivé, je sais pas, je veux dire, par exemple, un artiste, il retrouve son œuvre imprimée sur un t-shirt qui est vendu sur Redbubble ou sur Etsy par, des vendeurs peu scrupuleux qui, volent des œuvres d'artistes, digitaux comme toi? Alors bonne question, ça arrive très souvent.
En d'autant plus là que le code est en ligne. C'est que, n'importe qui peut aller voir toutes les œuvres et voir le code qui a été mis en ligne. Donc vraiment même le code est dispo. Donc il y a 2 types de vols, soit le vol carrément du code et donc il y a des gens qui vont le reminter ailleurs et donc faire des connexions, similaires, et qui peuvent poser problème. Donc ça, il y a plusieurs façons. Normalement, la blockchain est là aussi pour protéger. C'est que si on connaît vraiment, qui est l'auteur, qui est censé être, le vrai auteur, ben, on peut vérifier si c'est le bon ou pas. Les plateformes aussi ont un rôle à jouer de la protection, donc généralement les plateformes sont très actives. C'est que dès qu'on signale une collection qui est pas la bonne, bah, ils la suppriment. Pour le vol des œuvres, bah, le droit fait son taf, donc après ça devient juridique. J'ai jamais eu ce problème-là, mais ça m'est arrivé que j'ai des œuvres à moi sur, je sais plus ce que c'est, mais des plateformes de vente d'images et donc généralement un signalement à la plateforme et on montre l'œuvre originale, suffit. En plus, la blockchain aide bien à montrer les antécédents, c'est que du coup on peut dire: «Bah, je l'ai fait à telle date, c'est ancré sur la blockchain», ça aide bien. Que souvent c'est le 1er qui a raison, quoi. Donc pour le coup, comme ça a été publié, au moment de enfin ouais, vu qu'on a la date de publication, ça aide bien, ouais. Et ouais, ça arrive beaucoup, ouais. OK, merci. Donc il y a certaines, je ne sais pas si c'est la plupart de tes œuvres qui sont sur la blockchain, mais en fait, il y a quelque chose que je comprends pas justement parce que je suis pas connaisseur vraiment là-dessus. Hem, les pour moi, pour, authentifier, je ne sais pas si on peut parler de propriété intellectuelle ou des en fait, c'est une espèce de cadastre distribué et décentralisé, c'est les NFT. C'est le principe, c'est que c'est non fongible token. Mais tu parlais tout à l'heure de Bitcoin. C'était quoi l'idée ou le besoin derrière le fait de mettre ça sur Bitcoin? Parce que Bitcoin, c'est pas comme la NFT, c'est fongible? En fait, alors je suis pas très calé là-dessus, mais sur Bitcoin, il y a un enfin, je sais pas le terme, mais il y a un truc qu'on appelle Ordinals et qui permet de faire l'équivalent de ce qu'on a en NFT ailleurs et donc on peut, avoir le même système de mettre des œuvres en ligne et qu'elles soient uniques et protéger l'auteur et cetera. D'accord, Ça s'appelle les Ordinals, mais pour le coup, je connais pas bien le système et je pourrais pas trop l'expliquer, mais pour d'accord. reproduire le système et voilà. Oui, merci pour la presse. Tu as mentionné plusieurs technos, P5, Shader et Three.js. Est-ce que tu vois ça comme une progression ou est-ce que tu te verrais genre reprendre P5, pour un projet ou maintenant que tu as découvert les shaders, que c'est plus puissant, ça a l'air plus performant, tu resterais dessus? C'est une bonne question. Vraiment, c'est comme tu veux, je pense. Enfin, je vois, il y a encore enfin, en tout cas, si on regarde les gros artistes, on voit, toutes ces technos utilisées. Heu, Three.js assez peu, c'est vraiment, P5 et Fragment Shader qui sont probablement les plus utilisés et peut-être même P5 d'abord, je pense. Il y a des limitations, mais c'est plus simple et c'est pas forcément des très bons développeurs qui vont être là-dedans, donc c'est plus accessible. Heu, Moi j'adore la partie shader parce que du coup ça permet vraiment d'avoir du grain sur mes dernières pièces, j'essaye d'avoir un côté organique et c'est un enfer à avoir à P5, enfin, avoir des trucs pas très droits et tout, c'est hyper dur et donc bah, comme, sur The Source, sur Resilience où, tout est, un tout petit peu imparfait, en fait, les shaders sont très bien, c'est qu'on va mettre du noise partout et donc sur The Source, vous avez vu des traits à l'encre noire. En fait, il y a plusieurs, trucs aléatoires, on a ce qu'on appelle des noises, mais aussi des formules mathématiques qui vont, changer l'épaisseur tout le long du trait, qui vont changer, l'orientation du trait, voilà et ça, ce serait compliqué. On trouve aussi des combinaisons. Il y a des artistes qui vont faire, quelque chose en P5, puis le déformer ou ajouter justement les imperfections avec des shaders par-dessus. Ça se combine pas mal, mais je pense, en fait, que vraiment quand vous voulez, il y a peu je pense pas qu'il y ait un ordre, si vous faites du JS, peut-être le plus simple est P5, mais les shaders sont quand même assez accessibles dans un premier temps et sont assez puissants parce qu'avec un code très court, vous allez pouvoir faire des trucs assez marrants. C'est comme vous voulez. Si vous voulez faire du film narratif, finalement, P5 est assez sympa. C'est que faire du film créatif à shader, ça va être extrêmement dur et voilà. Est-ce qu'il y a une dernière question qu'on aille manger ou même plusieurs? Ouais, ouais. Merci pour la présentation. Du coup, moi, ma question, elle se dans plus d'un ordre global. Donc, vis-à-vis de l'IA générative,
Déjà, dans un premier temps, comment toi, en tant qu'artiste, tu vois l'arrivée de l'IA générative, dans ton milieu? Et surtout, est-ce que les plateformes ont déjà pas pris le cheval en main et ont mis en place, des trucs pour réguler, cette problématique? Alors c'est une bonne question. Je pense qu'un des plus gros problèmes, c'est le nom de l'art génératif. C'est que l'art génératif, aujourd'hui, fait penser à art fait avec de l'IA, mais c'est juste que le nom date de avant les IA génératives, ou en tout cas l'utilisation du terme. Et donc, bon, l'art génératif n'utilise pas les IA génératives, et même si le nom est trompeur. Donc c'est vraiment fait avec du code. Je pense qu'un des gros trucs qui nous protège, c'est que le code est publié. Et donc, il y a un marché de l'art IA et qui est très sympa. Et je pense pas qu'ils fassent concurrence. De toute façon, chaque fois qu'il y a une façon de produire des images ou de la vidéo, il y a des gens y vont et c'est très cool. Donc il y a un marché de la RIA et qui peut être très agréable. Et donc ça, c'est cool, je pense pas que ça fasse concurrence. Et c'est vrai que notre protection, ce serait plutôt, est-ce que l'IA pourrait arriver à produire du code qui fait des œuvres? Bon, ben, on va y arriver. C'est que sûr qu'avec un agent, des agents, Claude, ouais, avec Claude ou Cursor ou autre, on peut commencer à générer des projets comme ça. Ce que je remarque, c'est qu'un projet sans explication est rarement intéressant. C'est que les collectionneurs vont aussi acheter une histoire, un concept, voir la progression. Et donc, je suis pas sûr que même si vous refaisiez des œuvres aussi belles que des œuvres connues avec de l'IA, elles se vendent aussi bien. J'y crois moyen, c'est que la personne, enfin, je sais pas, dans le marché de l'art, visiblement, les gens ont quand même tendance à aller chercher aussi la personne, le projet, etc. Je pense que c'est probablement ce qui nous protège le plus, ouais. Donc voilà, il y avait une grande crainte, mais dans le milieu et peut-être qu'elle y est encore toujours, mais je pense qu'on est assez protégé, notamment par le fait qu'il y ait le code, qui soit protégé, c'est que ça nous change beaucoup de tout le reste, ouais. Dernière question? Non? Non? Alexandre Savary. Merde. Alexandre! Putain. Fais le tirage au sort, c'est lui qui a l'ordi. J'ai pas compris, la dernière personne qui a une question est aux toilettes en ce moment, c'est ça le bon, en attendant, sur mon blog, il y a un article un peu détaillé, qui reprend tout ce que j'ai dit dans la conf, si vous voulez retrouver les liens et cetera, donc tout est dispo là-dessus. Et si vous voulez m'embêter à ce réseau, poser des questions, ou partager des trucs, ou des questions ou des trucs que vous avez vus dans cette conf, ça se passe ici, ouais. Je sais pas quoi faire, donc s'il y a une question entre temps, on peut attends ça Merci, Tammy. merci beaucoup.